Bamako, c'est nous, les premières dames d'Afrique solidaire de la crise qui secoue notre pays. Elles ont offert des vivres et $100 000 pour la scolarité des enfants déplacés des régions du Nord Mali. Et c'est la première dame de Sierra Leone qui a porté le message. Plus de 520 millions de francs CFA de recettes fiscales, c'est ce montant que la direction des impôts en conseil de direction décentralisé à Ségou entend réaliser pour l'exercice 2013. C'est parti pour la première session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2013. 100 dossiers sur la table des juges. Nous sommes jeudi 28 mars, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Sur ce plateau avec moi, Ibrahima Djombélé. Bonsoir Ibrahima Djombélé. Bonsoir Aoui Touré. Et avec vous donc, lecture du communiqué de ce Conseil des ministres. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commencerons par le chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant approbation du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, dans le but d'instaurer des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques pour conforter la croissance dans les pays membres. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont adopté en 2009, à travers une directive, le Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA. Le Code de transparence dans la gestion des finances publiques définit les principes et obligations que le gouvernement doit respecter dans sa législation comme dans ses pratiques pour la gestion des fonds de l'État et des autres administrations publiques. Ces principes et obligations qui sont gages d'une gestion transparente des finances publiques sont relatifs à la légalité et à la publicité des opérations financières publiques, aux attributions et aux responsabilités des institutions, au cadre économique des finances publiques, à l'élaboration et à la présentation des budgets publics, à la mise en œuvre des recettes et des dépenses, à l'information du public, à l'intégrité des acteurs. L'adoption du présent projet de loi vise à incorporer dans la législation nationale le Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA tel qu'annexé à la directive numéro 1 du 27 mars 2009 de l'UEMOA dont il fait partie intégrante. Au chapitre des mesures réglementaires, sous le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord conférant le statut d'organisation internationale à l'Académie internationale de lutte contre la corruption, IACA, signé à Vienne, en Autriche, le 2 septembre 2010. La gravité des problèmes que pose la corruption et la menace qu'elle constitue pour la stabilité des États font qu'elle n'est plus l'affaire d'une seule nation, mais un phénomène universel qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies. Le constat a rendu nécessaire la coopération internationale par la mise en place d'instruments juridiques régionaux et internationaux efficaces, capables de prévenir et de juguler le phénomène. C'est pour contribuer à la mise en œuvre de ces instruments qu'a été créé, à l'initiative de la République d'Autriche et d'autres organismes de lutte contre le crime, la drogue et la fraude, l'Académie internationale de lutte contre la corruption. L'Académie a pour objectif de promouvoir la prévention et une lutte effective et efficace contre la corruption. L'Académie a pour objectif de promouvoir la prévention et une lutte efficace et effective et efficace contre la corruption. Elle est appelée à devenir un centre d'excellence de formation professionnelle, de coopération et de recherche universitaire englobant tous les aspects liés au phénomène de la corruption. L'accord qui lui conférant le statut d'organisation internationale a été adopté en 2010 et signé à la même date par notre pays. Par l'adoption du présent projet d'ordonnance autorisant la ratification du dit accord, notre pays réaffirme son engagement dans la lutte contre la corruption. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la répartition de l'aide financière aux partis politiques au titre de l'exercice budgétaire 2012.
En application des dispositions de la loi du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, le gouvernement a prévu au titre du financement public des partis politiques pour l'année 2012 une enveloppe financière de 1,718,704,443 francs CFA. À l'issue de l'analyse du rapport de vérification des comptes de 2012 établi par la Cour suprême, sur 47 partis politiques ayant fourni des dossiers, 41 ont été déclarés éligibles au dit financement au regard des critères définis par la loi. Le présent projet de décret a pour objet de fixer la répartition entre ces 41 partis politiques de l'aide financière de l'État d'un montant de 1 552 645 francs à CFA. La part non affectée d'un montant de 166 513 798 francs CFA sera reversée au Trésor public conformément à la charte des partis politiques. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, contrôleur des services publics, M. Mamadou Kamara, inspecteur du Trésor, M. Babadian Diakité, administrateur civil, M. Cheikh Abdou Kountadia, inspecteur des services économiques, M. Harouna Kanté, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, directeur adjoint de la justice militaire, lieutenant-colonel Abdoulaye Amidou. Directeur central adjoint du service de santé des armées, colonel Omar Sassi Traoré. Au titre du ministère des Mines, conseiller technique, M. Lansine Touré, ingénieur de l'industrie et des mines, M. Assimi Banya Sidibé, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de la Justice, inspecteur en chef adjoint des services judiciaires, M. Bourama Sidibé, magistrat. Au titre du ministère de la Santé, directeur de la cellule de planification et de la statistique du secteur de la santé, M. Aboubakrine Amaïga, médecin. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire, M. Aboubakar Amidou Maïga, administrateur de l'action sociale. Aoué Touré. Merci Ibrahima Djombele, vous allez rester avec nous pour suivre le cours de ce journal. Quelle stratégie pour l'implication des femmes dans le processus électoral et la réconciliation? La question était au centre d'une rencontre ce matin. Elle est initiée par le réseau des femmes parlementaires en partenariat avec le National Democratic Institute NDI, compte rendu signé Fatoumata Kone. Au Mali, le nombre de femmes au niveau des instances de décision n'est pas à hauteur de souhait. À titre d'exemple, on dénombre 3 femmes ministres sur 28 dans le gouvernement. Outre le gouvernement, sur 174 parlementaires, le nombre de femmes s'élève à 15 seulement. Face à cette situation qui suscite des interrogations, le réseau des femmes parlementaires, en collaboration avec National Democratic Institute, a organisé cette rencontre. Il s'agit d'élaborer un plan d'action permettant une implication effective du groupe cible dans le processus électoral et une participation massive de celui-ci au scrutin. La parité est également nécessaire dans les organisations professionnelles et dans les organisations syndicales, car aujourd'hui on est loin de faire de la parité le sujet essentiel des conventions collectives. Nous nous sommes proposés de dégager des actions à mener dans 2 sens. D'une part, pour une meilleure intégration des femmes dans le processus électoral, et de l'autre pour notre meilleure implication dans le processus de réconciliation entamé par notre pays. La session de 2 jours permettra aux femmes de connaître leurs droits et devoirs, les textes régissant les élections, entre autres. Je veux du fait, en choisissant ces thèmes d'une brûlante actualité dans notre pays, et de se doter des meilleures capacités, des meilleures stratégies pour s'impliquer dans le processus actuel et aider la démocratie malienne à repartir plus fort. La question du genre est d'abord et avant tout une question de développement. Je souhaite que les femmes soient majoritairement inscrites sur toutes les listes. Autre sujet évoqué au cours de la rencontre, le parcours de la femme en matière politique depuis l'avènement de la démocratie au Mali.
L'exercice devra permettre également aux participantes de mieux faire face aux défis qui s'imposent à ces élus de la nation. Les contributions à l'effort de guerre se poursuivent. Hier après-midi, les Maliens de l'extérieur et certaines bonnes volontés ont remis au ministre de l'économie et des finances une somme d'à peu près de 22 millions de francs CFA, et c'était en présence de notre reporter Agibou Koulibaly. D'abord, ces chiffres à retenir. 18 milliards de francs CFA, c'est la perte enregistrée par les banques dans les 3 régions nord du Mali suite au conflit sécuritaire. C'est le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers qui l'affirme. Moussa Alassane Diallo a rencontré ce jour la presse pour échanger sur la 3e édition de la journée des banques et établissements financiers. Un rendez-vous annuel qui vise à promouvoir et à vulgariser les services bancaires au Mali. Autrement dit, contribuer à ce que chaque Malienne et chaque Malien ait un compte en banque. C'est un véritable instrument de développement et de financement de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes à environ 11% de taux de bancarisation et l'objectif que nous nous sommes fixés est d'atteindre 20%. Donc cette journée doit permettre d'assurer la vulgarisation, la promotion, la connaissance de l'ensemble des produits et services bancaires. Il s'agit également d'établir un dialogue direct entre les banques et les populations. Pour ce faire, la journée prévoit 2 conférences débats. La première porte sur l'impact de la crise politico-sécuritaire sur les banques. La deuxième conférence traite du paiement électronique. Une autre activité retenue est l'organisation d'un salon des banques. Le salon des banques et établissements financiers est un espace d'exposition. Exposition du savoir-faire des banques. Exposition des produits et services bancaires. De façon à ce que les populations viennent visiter les stands où toutes les banques et tous les établissements financiers du Mali seront représentés avec l'ensemble de leurs produits, et ces stands seront animés par des cadres de haut niveau des banques. Les activités de la 3e édition de la journée des banques et établissements financiers se tiendront les 5 et 6 avril 2013 à Bamako. Voilà, mesdames et messieurs, la machine est allée plus vite que nous. Il s'agissait plutôt de la 3e édition de la journée des banques, journée qui se tiendra les 5 et 6 avril prochains. Et vous avez entendu le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Il s'agissait pour lui d'expliquer aux hommes de médias les pertes enregistrées pendant cette crise. Nous voyons à présent si nous sommes à mesure de vous proposer l'élément sur les contributions à l'effort de guerre. Hier après-midi, les Maliens de l'extérieur et certaines bonnes volontés ont remis au ministre de l'économie et des finances environ 22 millions de francs CFA. Et c'était en présence de notre reporter Agibou Koulibaly. Pour soutenir l'armée malienne dans la reconquête du nord du Mali, les citoyens continuent toujours de se manifester. Pour leur contribution, les Maliens de l'extérieur, à travers le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, viennent de donner à l'armée malienne plus de 22 millions de francs CFA. Nous vous avons offert aujourd'hui la somme de 22 731 000 francs CFA provenant du Gabon pour 10 millions, de la Chine pour 5 millions, du Canada pour 3 531 000, de la République démocratique du Congo pour 2 millions, du Togo pour 1 million et de Malte pour 1 200 000 francs CFA. Les 18 foyers plus une famille de cités ont répondu à notre appel. Ces 18 foyers plus la famille de Cité Emerville ont pu effectivement collecter une somme de plus de 18 millions de francs CFA. Un geste de solidarité exemplaire très apprécié par les autorités maliennes. Ces contributions que nous recevons tous les jours, de tous les côtés du monde, des 5 continents du monde, seront utilisées à bon escient et pour la juste cause, pour la noble cause, à savoir la défense de la patrie et rien que la défense de la patrie. Donc que chaque Malien qui a contribué, quel que soit le montant, qu'il en soit remercié. Au nom du président de la République par intérim, le ministre Marempa Samoura a remercié ce geste humanitaire des Maliens de l'extérieur et d'autres bonnes volontés
pour soutenir l'armée dans la reconquête du nord du Mali. Restons avec le ministère de l'économie, des finances et du budget pour vous dire que le ministre de l'économie, des finances et du budget informe le public que la situation de compte bancaire ouvert à la BDMSA intitulée Appui aux forces armées présentes à la date du 22 mars 2013 un solde de 2 292 144 685 francs CFA. Le ministre de l'économie, des finances et du budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et de les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère de l'économie, des finances et du budget. Je vous le disais dans le titre, un élan de solidarité à l'égard des déplacés de notre pays. La mission des premières dames d'Afrique a remis cet après-midi une importante donation. A offert une importante donation en vivres, près de 320 tonnes. En plus des dons en nature, les épouses des chefs d'État d'Afrique ont aussi donné en espèces $100 000 US, soit à peu près de 50 millions de francs CFA pour l'alimentation d'un fonds qui prendra en charge les frais de scolarité des enfants déplacés des régions du nord Mali. La cérémonie, on le voit sur ces images de remise, a eu pour cadre l'aéroport de Bamako-Sénou en présence de l'épouse du président de la République par intérim, Madame Traoré Mintou Doucouré, et c'est l'épouse du président de Sierra Leone qui a fait le déplacement de Bamako. Nous vous proposerons dans nos futures éditions le reportage complet de notre reporter Modibo Mariko. Plus de 520 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour l'année 2013. L'information a été donnée à Ségou ce matin où se déroulent les travaux du conseil de direction de la Direction générale des impôts. L'examen du plan intérimaire 2013, le renforcement des capacités, la définition d'une éthique professionnelle et la recherche de la qualité de la gestion et l'adoption de la fiscalité à l'environnement socio-économique de notre pays sont des sujets qui ont été débattus au cours de cette session d'administration. Nous retrouvons depuis Ségou Dougoufana Traoré. Ce conseil de direction dont les travaux se tiennent dans la capitale de Balazan a pour but de promouvoir un plan de recouvrement massif des impôts d'une part, mais aussi et surtout de passer en revue toutes les contraintes qui ont pu jalonner l'année 2012 afin de trouver une thérapie adaptée en 2013. Il s'agit aujourd'hui d'appliquer effectivement des mesures de renforcement de ce contrôle interne. Un plan de travail intérimaire de 1 an qui fixe les priorités en fonction du contexte de crise, la généralisation des plans de travail individuels pour mieux suivre et évaluer le rendement de chaque agent et l'amener ainsi à l'utilisation optimale des utilisations existantes. Ce diagnostic sans complaisance n'a pas empêché les impôts d'atteindre les 470 milliards de francs CFA en 2012, d'où les félicitations et encouragements du ministre Tchena Koulibaly, qui réitère d'ailleurs les préoccupations du gouvernement de transition. Le gouvernement est très attentif aux évolutions de votre administration, qui lui ont conféré depuis quelques années un rôle de première importance dans la constitution du budget national. La double crise sécuritaire et financière qui expose notre pays à tous les dangers reporte sur votre administration et sur notre département beaucoup de responsabilités supplémentaires. Il me plaît donc de noter votre engagement professionnel collectif à atteindre l'objectif de recette 2013 de 521 milliards de francs CFA. La tenue d'une telle assise à Ségou va permettre de réveiller l'économie locale sonnée depuis 2012, aggravée par la construction de la route Ségou-Bamako, dont les travaux tardent à finir. À Ségou, les idées ne manquent pourtant pas pour recouvrer correctement les impôts. J'en appelle au civisme fiscal de l'ensemble des opérateurs économiques de la région de Ségou. Il faudrait faire comprendre à tous que le vrai patriote est une sentinelle de l'impôt et qu'au-delà d'une obligation citoyenne, payer ses impôts à temps
est de nos jours pour notre pays un acte de survie. Auparavant, le maire de Ségou, Ousmane Karamogo Simaga, en souhaitant la bienvenue aux participants, avait souhaité la fin rapide des travaux de construction de la route Ségou-Bamako, doléance reçue par le gouvernement selon les propres termes du ministre Tchéna Koulibaly. Première session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2013. Les travaux ont démarré ce matin pour un mois et sur la table des juges, 100 dossiers à examiner. Les accusés sont au nombre de 168 et les faits qui leur sont reprochés sont relatifs aux assassinats, meurtres, ventes et consommation de stupéfiants. Sira Bachili était présente pour nous. Juridiction populaire de par sa composition, la Cour d'assises de Bamako s'installe pour sa première session au titre de l'année 2013. Elle a un mois pour trancher 110 affaires, un gros lot pour démarrer l'année. Les faits restent les mêmes, atteinte à la vie, vente et consommation de stupéfiants, sans compter l'atteinte aux biens publics ou détournement de fonds. La liste est longue. Ce sont donc 168 accusés qui répondront devant la justice. Ceux qui attendent que nous nous cantonnions à la simple lecture du code de procédure pénale et du code pénal, que nous formions sur les yeux sur les autres questions de la nation, se trompent. Nous évoquerons toutes les questions qui concernent le Mali, car on ne saurait donner le bulletin de vote à un magistrat et lui demander de se taire au nom d'une certaine obligation de réserve. Je me refuse à cela. Ce pays a trop adoré l'hypocrisie et le faire semblant. On veut tout camoufler, tout rafistoler, et cela ne règle rien. Quand un fonctionnaire qui gagne moins de 300 000 francs CFA par mois fait une commande de meubles pour sa maison à usage d'habitation pour une valeur de 67 millions de francs CFA, c'est un crime qui se commet. Je n'invente pas, c'est une évidence, c'est une réalité. Quand des cadres maliens peuvent s'acheter des appartements en France, aux États-Unis, au Canada, c'est de l'ordre de l'innommable. Les mots qui minent notre société. Ils ont pour nom corruption. Ils ont pour nom laisser aller. Ils ont pour nom dysfonctionnement des services publics. C'est vrai, c'est une réalité évidente. Et il est temps. Si nous voulons demain, après-demain, qu'il y ait un Mali nouveau, il est temps qu'on se ressaisisse. La tâche est rude, mais la Cour sera assistée et épaulée par des citoyens pour rendre des arrêts. Il s'agit des assesseurs qui sont au nombre de 12. La responsabilité des décisions d'assises incombe à toute la société. Beaucoup de citoyens réclament une peine exemplaire et veulent que la justice sévisse contre le coupable. La justice n'est pas une vengeance, même s'il est nécessaire qu'elle soit souvent musclée. Il serait donc si juste d'admettre qu'à chaque cas d'espèce, sa solution juridique applicable. Pour chaque cas, il faut respecter la présomption d'innocence et qu'à la barre, lieu de l'instruction terminale, il faut respecter encore le principe du contradictoire et investiguer à charge et à décharge. Par la voix du procureur général, la Cour a tenu à rappeler que le parquet n'a enregistré aucune plainte concernant les exactions commises au nord du Mali. Hommage a été rendu aux vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur pour rendre justice au Mali. Les élections de juillet prochain mobilisent déjà les esprits, ses enjeux et stratégies d'accompagnement. C'est le thème d'un forum multi-acteurs de 2 jours qui a démarré ici à Bamako. Le forum se fixe comme objectif de faire des propositions pour un accompagnement juste du processus électoral. Youssouf Diakité, compte rendu. Réussir les élections de 2013, enjeux et stratégies d'accompagnement. Ce thème est débattu pendant 2 jours par les participants au forum multi-acteurs. 2 jours qui permettront aux acteurs de sortir des propositions et recommandations pour la réussite des bonnes élections. L'objectif, selon les organisateurs, est de contribuer à l'organisation d'élections dans un contexte d'instabilité politique et institutionnelle. Je crois que le grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui au pays, c'est le retour à une normalité républicaine et cela va avec la réussite de ces élections et aussi la question sécuritaire.
Il faudrait qu'absolument on arrive à relever ces défis sécuritaires et c'est aussi une condition sine qua non pour l'organisation même des élections. Il y a de nombreux défis, mais je pense que les plus importants à l'heure actuelle et en lien avec les élections, c'est vraiment les deux grands défis. Le chef de cabinet du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire s'est réjoui de cette initiative des responsables du forum multi-acteurs. Une initiative qui contribue à la bonne tenue d'élections présidentielles, législatives, transparentes, crédibles et pacifiques. Le forum multi-acteurs n'est pas à sa première expérience, car depuis 2008, il s'est engagé dans un processus dynamique de réflexion critique sur les enjeux de gouvernance au Mali. À nos jours, il capitalise 9 publications sur des thématiques assez variées telles que l'accès aux services publics, l'accès à la justice, le processus électoral, l'éducation et la citoyenneté, la gouvernance de la sécurité, la crédibilité et la capacité de l'État. Les participants venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et naturellement du Mali prennent part aux travaux. Et ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui convie en réunion demain, vendredi 29 mars à 9h30 dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako, les représentants des partis politiques dans le cadre de la commission de suivi du processus électoral prévu par le comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition. Fin des activités du projet Sahel Agroformation, c'est dans la région de Caille. Les acteurs étaient réunis pour présenter les résultats des 3 années d'activité du projet. Il ressort de cette rencontre que le projet a pu réaliser 90% de ses activités, parmi lesquelles on peut retenir la formation professionnelle. Depuis Caille, nous retrouvons le point avec Moussa Fani. Démarré en 2010, les activités du projet Sahel Agroformation viennent de prendre fin dans la région de Caille sur un constat positif, puisque le bilan fait ressortir un taux d'exécution de 90% des activités du projet en première région, notamment dans les domaines de formation agricole des paysans et des pisciculteurs. Ces acquis dans la région de Caille, déjà, ils sont au niveau de la CAFA, qui est un réseau des organisations paysannes et de l'Assemblée régionale de Caille, qui sera le moteur de la mise en œuvre dans un cadre exceptionnel pour faire avancer les acquis avec d'autres partenaires. Mais sur ce contact réfléchi pour les accompagner aussi. Financé par l'Union européenne à 90% et les 10% assurés par SUSContact, ce projet intervient au Mali et au Niger pour la modernisation de l'agriculture. Les paysans maliens aussi sont capables d'utiliser des techniques modernes et ces produits qui arrivent maintenant. Mais pour bénéficier encore plus, il faut investir encore plus dans les femmes et dans les hommes. Le projet Sahel Agroformation, qui est sur 2 pays, le Mali et le Niger, nous a donné la possibilité de connaître les organisations paysannes dans les 2 pays et d'apprendre à travailler avec eux. Nous avons pu développer encore plus notre savoir-faire dans l'ingénierie pédagogique au niveau de la formation agricole et rurale. L'assistance a pu suivre la projection d'un documentaire sur des activités menées par le projet. Les résultats de cette expérience seront mis en œuvre dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Koulikoro. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement rentre d'une visite dans les sociétés minières de la région de Caille. Les échanges avec les orpailleurs et les responsables des mines ont porté sur l'impact de l'exploitation minière et de l'orpaillage sur l'environnement. Le compte rendu signé Jafar Aïdara. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, pour sa 2e étape de sa visite en région de Caille, s'est rendu dans les mines d'or de Yatela, Sadjola, Loulou, Gungoto et Tabakoto. Au cours de cette visite, Ousmane Agrissa a rencontré les communautés qui vivent autour des mines, les cadres des mines, pour voir et savoir quels sont les impacts potentiels des mines sur l'environnement. Après ma visite dans les 5 mines de la région de Caille, il est clair que l'exploitation minière est une très bonne chose pour notre pays. Mais en même temps, les dégâts causés à l'environnement sont importants. Les sociétés minières se sont plaintes de l'occupation des sites par les orpailleurs.
Ainsi, les ministres s'est rendu sur les sites de Sansamba et de Baroya, où travaillent plus de 3000 personnes sur chaque site. Ce sont les semi-industries qu'il a rencontrées et qui polluent et dégradent la nature. Nous avons constaté des occupations illégales par des soi-disant orpailleurs. Nous avons visité Sansamba, au bord de la Falémé. Je dois dire que c'est inquiétant parce qu'il y a une obstruction presque de la moitié du fleuve Falémé, le côté malien. Les populations sont dans une situation d'insécurité. La pollution est à son comble. Aujourd'hui, nous sommes fortement interpellés en tant qu'État. Partout où le ministre a passé, il a invité les uns et les autres à éviter la pollution et réduire la production des déchets, utiliser la manière efficace pour protéger les ressources naturelles et développer des solutions pour atténuer les risques. À la fin de sa mission, Ousmane Agrissa s'est rendu à Kéniéba pour visiter les services relevant de son département. En deuxième région, l'ONG International Rescue Committee a remis officiellement aujourd'hui des ouvrages eau, hygiène et assainissement à 11 SESCOM du district sanitaire de Kati. Objectif, améliorer tant soit peu le cadre de travail des agents évoluant dans ces secteurs. Nous faisons le point avec Seydou Traoré. C'est sur un financement de l'UNICEF, environ 58 millions de francs CFA, que les ouvrages d'eau, hygiène et assainissement ont été réalisés dans 11 SESCOM du cercle de Kati, une initiative de International Rescue Committee, IRC, pour améliorer les conditions de travail des agents des SESCOM bénéficiaires et la santé, l'état nutritionnel des enfants souffrant de malnutrition. L'appui en eau, hygiène, assainissement réalisé au niveau de 11 SESCOM ont concerné, entre autres, l'implantation de 9 incinérateurs avec des fosses à cendres, la réalisation de 11 aires de lavage reliées chacune à un puits perdu. Pour le cas spécifique de Soninkenyi, la localité qui a accueilli la cérémonie de remise des ouvrages, IRC a construit une nouvelle latrine à 3 cabines, l'implantation d'un incinérateur pour la gestion des déchets biomédicaux, l'aménagement d'une fosse à cendres, sans oublier la construction d'un aire de lavage, un hangar d'accueil des enfants et la réhabilitation d'un forage, le tout au bonheur des communautés. On ne peut pas résoudre un problème sans le connaître. L'IRC a eu la sagesse d'abord de s'appuyer sur nous qui sommes acteurs sur le terrain pour sélectionner les problèmes, pour voir nos priorités et s'impliquer là-dedans. L'acquisition de ces ouvrages WASH est maintenant une réalité, mais leur entretien reste un défi à relever. Aussi, je voudrais inviter les bénéficiaires à une meilleure gestion de ces ouvrages pour le bien-être de tous. La cérémonie a été aussi marquée par la présentation d'un sketch sur l'exploitation des enfants, le lavage des mains au savon et des conseils d'usage sur la protection des enfants. Tombouctou, les élèves à l'école des mines et des explosifs. Ces engins de guerre constituent de véritables dangers de mort et c'est pourquoi l'Association pour le développement du Nord a entrepris une vaste campagne de sensibilisation sur les mines qui menacent la vie des enfants. Les enfants sont concernés par cette opération, nous dit Adama Adjimdi. Les mines, grenades et explosifs laissés après la guerre constituent des dangers permanents pour les populations et particulièrement les enfants. Pour préserver ces derniers contre ces engins, l'Association pour le développement du Nord du Mali, ADENOR, vient d'initier une campagne de sensibilisation des élèves sur la connaissance de ces armes et la manière de les éviter. 5 écoles de Tombouctou sont concernées. Bahadou, Fondogomo, Alpha Moya, Abbé Santao et Imam Essaouti. Finish, les enfants ont été très réceptifs au message. Pour moi, les mines, les explosifs, c'est un danger pour la société et on doit faire comprendre à toutes les composantes de la société que les mines, les explosifs sont des choses à éviter. Pour l'encadrement, les scolaires constituent un relais sûr. C'est à vous maintenant que revient le rôle de sensibiliser le reste de la population qui n'a pas eu la chance d'être là cet après-midi. Cette opération mérite d'être étendue au niveau de tous les établissements du Nord afin d'éviter les risques liés aux explosifs. Les administrateurs de l'École nationale d'ingénieurs Abdrahman Baba Touré ont tenu aujourd'hui dans l'enceinte de l'établissement la 2e session de leur conseil. Le point avec Nando Dambélé.
Fruit des diverses mutations qu'a connues le système éducatif malien depuis 1960 à travers les réformes pédagogiques, administratives et structurelles, l'École nationale d'ingénieurs ENI aborde aujourd'hui un tournant très important de son évolution. En effet, dès la rentrée académique 2013-2014, l'établissement va basculer dans le système licence, master, doctorat. C'est pourquoi les administrateurs font beaucoup d'espoir sur cette deuxième session. Nous pensons très bien que des résolutions pertinentes seront prises pour voir l'évolution positive des activités de l'École nationale d'ingénieurs. La session se tient à un moment où l'ENI, comme bon nombre de nos établissements universitaires, a connu des perturbations, mais qu'à cela ne tienne. Cette session se déroule en un moment où notre pays connaît l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Grâce à Dieu, la situation s'améliore de jour en jour avec l'aide des pays amis. Malgré cette situation, l'ENI projette de terminer les programmes de l'année en cours à mi-août, dans des conditions normales. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ENI est doté d'un budget prévisionnel de plus de 976 millions de francs CFA, légèrement en baisse par rapport à celui de l'année dernière. Autre lieu, autre conseil, le projet intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural a tenu dans les locaux de la Direction nationale de l'agriculture la deuxième session de son comité de pilotage. Session suivie par notre reporter Abdrahman Neiga. Cette deuxième session du comité de pilotage du projet intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural avait à son ordre du jour des sujets d'une importance capitale pour le devenir de ce programme. Il s'agit entre autres de l'adoption du rapport d'activité de 2012 et la validation du programme technique et financier de 2013. De l'analyse du programme provisoire 2013, d'importantes actions seront exécutées par le projet intégration de la résilience climatique. Elles concernent le renforcement des mécanismes de gestion du savoir, le renforcement des liens entre les institutions et les producteurs sur le processus d'adaptation au changement climatique. Malgré la crise politico-institutionnelle qu'a pris notre pays en 2012, le projet est enregistré pour sa première année de mise en œuvre des résultats intéressants. Entre autres, l'établissement de la situation de référence des capacités d'adaptation pour 26 communes, la formation et le scolaire des 36 facilitateurs de champs des écoles producteurs sur le thème relatif au changement climatique et aux mesures d'adaptation. En cette année 2013, le projet intégration de la résilience climatique entreprend également la création d'un centre national sur les bonnes pratiques agricoles, appuyé par le renforcement des capacités et la vulgarisation des pratiques agricoles. Pour une mise en œuvre correcte des actions inscrites à l'agenda, le projet mobilisera en 2013 plus de 947 millions de francs CFA. Les enjeux du développement socio-économique que représente le changement climatique pour notre pays, pour un pays comme le Mali, imposent d'offrir aux acteurs ruraux des repères nouveaux et sûrs, ainsi que des outils appropriés qui leur permettent de soutenir efficacement et durablement les actions de promotion de l'agriculture et de lutte contre la pauvreté. Ce comité de pilotage a également été l'occasion pour les administrateurs de réfléchir et de dégager des stratégies pour plus de mobilisation des ressources financières. Cette amélioration de l'assiette fiscale passe forcément par l'analyse des difficultés rencontrées par le dit projet en 2012. Ces obstacles concernent entre autres la lenteur dans le traitement des dossiers, les effets de la crise sécuritaire, sans oublier la limitation des fonds autorisés par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Le 26 mars, l'événement a été célébré mardi dernier. Les organisateurs et associations démocratiques ont échangé sur les questions politiques du pays. C'était à la faveur des conférences animées à travers le district de Bamako. Des éléments commentés par Mamourou Sidibé. Le 26 mars, journée nationale des martyrs, a été l'occasion pour les associations et organisations du Mali de tenir des conférences à travers le district de Bamako. C'est ainsi que les responsables des médias privés ont fait l'état des lieux de la presse malienne. Cette conférence avait pour thème « État des lieux de la liberté de la presse au Mali depuis le 22 mars 2012, bilan et perspectives ». On a malheureusement l'impression que ces turbulences-là sont focalisées sur la presse, alors que ce n'est pas la presse qui quand même est à l'origine
de tout ce que nous vivons aujourd'hui au Mali. Bien au contraire, la presse à chaque fois démontré son engagement à être gardienne de la démocratie, a montré son engagement patriotique sur nombre de questions. Il fallait s'y attendre. La liberté d'expression et l'accès à l'information ont été les principales questions abordées. Le Cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AEM a aussi organisé une conférence débat. Cette conférence a été l'occasion pour les responsables du cercle de réflexion d'échanger avec les participants sur les grands axes du mouvement démocratique et les questions de la réconciliation nationale. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, veut mettre fin à la violence dans le milieu scolaire et universitaire de notre pays. C'est dans ce sens qu'elle a organisé ce mardi une conférence débat à la FAST de Bamako. L'activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 22e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali. La pyramide du souvenir a elle aussi organisé une conférence débat intitulée « Rôle de la jeunesse et estudiantine dans le respect des droits humains en période de conflit armé ». Cette conférence, qui a enregistré la présence massive des étudiants et plusieurs acteurs du mouvement démocratique, a été l'occasion pour les uns et les autres d'interpeller la jeunesse sur son rôle dans la conscientisation, la veille et l'alerte en cas de violation des droits humains. L'association Acte 7 accueille depuis hier, et ce jusqu'au 17 avril prochain, une exposition de peinture intitulée Paix et Culture. Cette exposition, qui présente une trentaine de tableaux, a été réalisée par des artistes plasticiens en guise de contribution pour une sortie de crise. Modibo Soirée a assisté au vernissage et voici son compte rendu. Première du genre, en tout cas dans cette structure, cette exposition est le résultat de 5 mois de travail collégial de 4 artistes plasticiens de notre pays. Une initiative mûrie suite à la situation que vit le Mali depuis quelques mois. L'art est la seule chose qui nous permet de relier les gens. Parce que l'art est émotion, l'art est sensation. Parce que l'art, on dit que c'est une chose d'âme, une chose de l'esprit. Et cette chose est remplie de colère, de douleur et ensuite d'amour. Paix et culture, c'est donc une contribution de ces artistes pour une sortie de crise au Mali. En somme, une expo où tout se résume sur la paix, la cohésion sociale, l'union des cœurs et des esprits. Seule la culture peut relier ce monde entier. Parce que dans la culture, il y a la diversité des gens, il y a la diversité culturelle. Donc ça peut nous relier. En tout, vous avez ici 38 toiles et une pièce de sculpture, tous inspirés de la paix et de la culture. Les œuvres sont à base de terre appelée Boroda par les auteurs. Ici, d'autres matières sont également exposées, notamment des tableaux en aquarelle, des gouaches ou peintures à eau et autres objets plastiques récupérés. Autant de matières qui ont motivé et inspiré nos artistes plasticiens du jour pour s'exprimer à travers leur art. Ici, c'est le viol du pacte. Toutes les couleurs expriment un peu toutes les ethnies du Mali. Mais avec la situation de crise, on a l'impression que le pacte qui liait un peu les différentes couches sociales était aussi parti en branle. L'association Acte 7 a pour mission de contribuer à la promotion de la culture malienne et favoriser l'épanouissement de ses membres à travers des activités socioculturelles et de formation. Tout simplement de belles toiles, Modibo Soirée. Du sport au football dans ce journal, championnat national de Ligue 1, la Fédération malienne de football met son calendrier à jour. Elle a proclamé hier au stade Modibo Keïta la 16e journée en retard entre le stade malien de Bamako et l'AS Bakaridjan de Baraouli. Un match gagné difficilement 1-0 par le stade malien qui conforte son fauteuil de leader. Le compte rendu, c'est avec Seragatou Sissé. Après avoir concédé 2 matchs nuls d'affilée, le doute s'est installé dans le camp du stade malien de Bamako. Ce duel face à l'AS Bakaridjan de Baraouli au compte de la 16e journée en retard est un test grandeur nature pour mesurer le degré de réaction des Blancs. On sait par ailleurs que l'entraîneur de l'AS Bakaridjan, Issa Traoré, avait lancé un défi à son homologue du stade malien, Pascal Janin, au soir du nul obtenu 0-0 à Ségou le week-end dernier contre le Yoliba Assi. Tous ces ingrédients donnent en effet au match stade malien de Bamako AS Bakaridjan de Baraouli une saveur spéciale. Le plan de bataille concocté par l'entraîneur de Bakaridjan a failli marcher. On joue la 80e minute. Lamine Diawara
Entrée en cours bien décalée par Mohamed Cheikh Chérif Doumbia enterre les espoirs des visiteurs pour le seul but de la rencontre. Le Stade Malien de Bamako, 48 points, toujours invaincu, dirige de main de maître la Ligue 1 devant le SOB 35 points, un match en retard, et l'AS Real 34 points, un match en retard. Dans ce match, les cartons jaunes ont été distribués comme de petits pains. 6 au total, soit 2 pour le Stade Malien de Bamako et 4 côté AS Bakarijan de Baraweli. Cet état de fait a manifestement irrité les supporters des Blancs. La tension est montée sans cesse dans les gradins. Heureusement que le but de Lamine Diawara s'est invité à la partie en cette période de forte canicule. Voilà, l'autre match en retard de la 16e journée devant opposer le CSK aux 11 créateurs de Nyarela a été reporté à une date ultérieure. Avant de refermer définitivement ce journal, le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal payés sur le budget d'État et sur billetage que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois de mars 2013. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront demain, vendredi et samedi 30 à partir de 9h au lycée Askia Mohamed de Bamako, et cela pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront les lundis 1er, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 avril à partir de 9h au gouvernorat de Mopti pour les 3 régions du Nord. On est jeudi, l'interview de la semaine s'intéresse ce soir aux 22 ans de la démocratie, et cela à la faveur de la célébration du 26 mars dernier. Yaya Konaté reçoit le professeur Ali Nouhoum Diallo, membre de l'ADEMA Association et en cette qualité acteur du mouvement démocratique. L'interview de la semaine à suivre après l'émission sur la ligne de front. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Ndei Sissoko pour d'autres informations. Et pour la grande édition du soir, je me ferai le plaisir d'être là. Excellente nuit à tous. Au revoir.